Bonjour à tous. Faut-il détruire le temple hindou de Bois-Lomar à Sainte-Anne? Quelle est la réalité du vivre ensemble dans cette commune balnéaire? Comment le maire se positionne-t-il en vue des prochaines élections régionales et départementales? Christian Baptiste, le maire de Sainte-Anne, est l'invité de Franc-Parler. Christian Baptiste, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs et avec quel plaisir que je retrouve Éclair TV. Parfait. Pas facile d'être maire de Sainte-Anne entre les querelles de clochers et de temple hindou, mais il y a pire. Tout à fait, mais non, c'est la fonction de maire qui le veut. Et donc nous sommes toujours à l'affût et toujours présents. Alors, concernant le temple hindou, je voudrais très rapidement dire que c'est une affaire qui défraie la chronique, mais où le maire que je suis, je voudrais vraiment que les choses se passent de façon pacifiée, et c'est le rôle du maire d'ailleurs, et tout en respectant la loi, et en rappelant tout simplement que c'est vrai qu'il y a eu un permis qui a été délivré, qui est tout à fait légal, ce n'est pas un permis de complaisance, pas ni pour biter en bafé, mais c'est pour un projet d'étable, pour un projet agricole. Et donc ce n'est pas pour le temple hindou. C'est vrai que le temple hindou n'a pas d'autorisation d'urbanisme, comme la grande majorité des temples hindous au pays. Et donc par conséquent, je pourrais dire d'ores et déjà, c'est une affaire qui est devant le tribunal. On m'a demandé de me prononcer et j'irai dans une démarche de régularisation de ce temple hindou. Donc je dis très clairement, je ne suis pas pour la démolition du temple hindou, même si on aurait pu aussi me reprocher de laxisme, parce que je tiens à signaler, parce que j'ai vu, et c'est très grave, et je le dis, permettez-moi de le dire, il y a un document qui circule sur WhatsApp qui vient de mes services. Ça veut dire qu'il y a un fonctionnaire qui a manqué à son devoir de réserve pour des raisons de politique politicienne, pour la démagogie politicienne. C'est extrêmement grave. Nous allons en reparler le moment venu avec mes services. Ça veut dire que vous prendrez des sanctions? Eh bien, je ferai le point avec mes services. Je ne sais pas si je prendrai des sanctions. Mais quand même, la moindre des choses, c'est de dire aux fonctionnaires de respecter son devoir de réserve. En tout état de cause, nous étions au courant, effectivement, qu'il y avait cette construction. D'ailleurs, au moment où on a été alerté, la construction était déjà faite. Mais elle s'inscrit dans une démarche historique. Un temple, je voudrais rappeler, dans le cadre de la colonisation, les colons étaient favorables à ce que les Guadeloupéens d'origine indienne puissent pratiquer leur culte, mais en dehors des habitants, en dehors des habitations, loin des habitants, pour pouvoir pratiquer. Donc ça a toujours été en zone agricole. C'est vrai que nous avons connu aujourd'hui une certaine évolution, une certaine urbanisation. Il y avait un lieu de culte au niveau de Bois-Lomar, et donc c'est une modernisation qui a été faite. Et je crois que tout naturellement, nous devons pacifier. Je comprends aussi le plaignant que je vais recevoir, nous allons échanger, et de toutes les façons, ce n'est pas tous les jours qu'il y a des cérémonies indiennes, ce n'est pas tous les jours, et d'ailleurs le lieu de culte n'est pas, je dis, ne se pratique pas uniquement autour du tambour ou d'autres activités bruyantes. Donc, mais ce qui est important, c'est que nous puissions effectivement faire en sorte, et c'est mon rôle en tant que maire, de faire en sorte de valoriser et de préserver la culture guadeloupéenne dans sa diversité, qu'elle soit d'origine européenne, d'origine africaine, en l'occurrence d'origine indienne. Très bien, donc pas question de détruire. Je ne suis pas favorable à la démolition, je le dis très clairement, parce que c'est une pratique ancestrale, c'est une culture, je dis que c'est un aspect de la culture guadeloupéenne d'origine indienne. Et je crois que tous ceux qui connaissent cette culture, ils sont habitués. Donc, mais cependant, il va falloir effectivement aller vers une démarche de communication, d'échange et du vivre ensemble. Le plaignant va devoir s'y faire, s'habituer au tambour, quelle que soit l'heure, ou bien il faudra aussi... Non, il faudra de la communication. Il faudra quand même toujours informer. Je pense que ce qui n'était pas forcément le cas avant, bon, mais il faut quand même qu'on puisse... il faut que les gens se parlent. Et oui, il faut que les gens se parlent, bien évidemment. Je veux dire, lorsqu'on est à côté d'un aéroport, c'est soit on s'accommode, ou soit on déménage. C'est l'un ou l'autre, mais on va pas demander... Je veux dire, il n'est pas question non plus de dire et de venir, de dire, mais voilà, il y a des pratiques qui sont ancestrales, mais c'est comme si...
vous arrivez, vous dites à quelqu'un qui a l'habitude d'avoir ses bœufs, ses poules, vous lui dites, mais puisque je viens d'arriver, vous tuez tous vos bœufs, vous abattez tous vos bœufs, vous abattez tous vos poules, tous vos coquichons pour me permettre d'être tranquille. Bon, je pense que quand même, il ne faut pas non plus trop pousser le bouchon. Donc il faut aussi savoir s'adapter, mais je dis bien, je voudrais lancer un appel à la sérénité. Je ne pense pas qu'il faille faire de manifestations et surtout de s'ériger entre les communautés. Non, ça n'a pas lieu d'être. La justice, parce qu'il y a une affaire judiciaire, administrative et pénale, la justice est au cours. La justice m'a aussi saisi, m'a envoyé un courrier, je vais répondre à ce courrier. Et donc laissez aussi la justice faire leur affaire, mais aussi faites confiance aux autorités pour qu'on puisse aller vers effectivement ce vivre ensemble. Il faut que chacun puisse s'adapter. Oui, cela devient de plus en plus difficile de faire cohabiter les cultures dans ce pays, singulièrement à Sainte-Anne. Difficile, non. Il faut de l'intelligence collective. Nous avons tous des origines. Et ces origines, bien évidemment, nous devons les exprimer, nous devons le faire savoir. Nous avons une identité, nous devons l'exprimer. Mais c'est par l'intelligence. L'homme a une intelligence, quelle que soit la culture que nous avons, quelle que soit l'origine. Mais je pense que c'est l'intelligence collective qui doit primer avant tout. On va tourner cette page. Les travaux du clocher de l'église avancent bien. Vos opposants vont devoir trouver autre chose? Oui, je crois, parce que c'est une affaire qui a été vraiment, de façon très maladroite, et je dirais même de façon démagogique, politisée. Comme si c'est le maire de Sainte-Anne, c'est qui a fait tous les travaux qui est dans l'église là. Il y a des entreprises, il y a un architecte, il y a un bureau d'études techniques, on nous a donné des informations, on nous a donné un délai. Alors, moi, je me suis exprimé sur le délai. Je voudrais simplement dire que les travaux du clocher de l'église sont financés, et totalement financés. D'ailleurs, nous avons déjà payé un certain nombre de factures, et fort de cette justification, les subventions que nous avons reçues, qui sont notifiées, eh bien, on commence déjà à nous rembourser. Ça, c'est une première chose, que les choses soient bien claires. Et qu'aujourd'hui, toutes les factures sont payées. C'est vrai que peut-être qu'il y a eu... Ça a pris un peu de temps quand même. Hein. Ça a pris un peu de temps. Il y a une responsabilité aussi collective. Hein. Je veux dire, administrativement aussi, il y a eu un certain nombre d'erreurs qui ont été commises. Bon, ça, de toutes les façons. Mais je suis clair là-dessus. Ou pareil dit que c'est faute à Sainte-Anne. Je suis maître d'œuvre et donc je suis entouré d'entreprises, de collaborateurs. Il y a eu peut-être un certain nombre d'erreurs qui ont été commises, mais néanmoins, c'est vrai qu'il y avait une erreur d'appréciation peut-être sur le délai. Parce qu'aujourd'hui, ce matin, on a commencé à monter la structure métallique, qui fait à peu près 36 mètres. Hein. D'ailleurs, je voudrais féliciter Anti-Métal, entreprise guadeloupéenne, et sa direction, et qui et encore les deux, hein, le père et le fils. Hein, le fils a pris le relais, qui suit le chantier, et en moins de 2 mois, cette structure sera montée, donc avant la fin du mois de février. Évidemment, après, il y aura un certain nombre de travaux de finition. Ensuite, il va falloir nettoyer, enfin un nettoyage industriel, aussi la partie sonorisation, il va falloir aussi rétablir, donc ça prendra quelques temps, et voir, et j'espère, et je le dis sans démagogie, j'espère que notre église sera fonctionnelle pour Pâques, pour le vendredi saint, pour Pâques. Alors, c'est vrai qu'il y a un lien entre les cloches de Pâques et les clochers de l'église. Oui. Bon, enfin bref, je le souhaite sincèrement, et c'est vrai que je le dis très clairement, j'ai mis la pression sur tout le monde pour que de toutes les façons, que les travaux soient terminés suffisamment tôt, c'est-à-dire fin février, et qu'on ait le temps de nettoyer. Bon voilà. Très bien. Donc voilà où on en est. Donc tout simplement, et simplement je voulais préciser que cette structure justement métallique a quand même pris 1 an, hein, c'est-à-dire la conception, la réalisation, il fallait envoyer en métropole, revenir. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde les photos, c'est quand même une structure particulière. Et nous voulons que notre église, en matière de clocher, soit exemplaire. Très bien. Et je crois que ce sera un exemple pour les autres projets. Parce que entre nous, il y a d'autres églises, c'est pas simplement 1 an, mais c'est peut-être 4-5 ans. Et même Notre-Dame de Paris, c'est pas la même échelle. C'est vrai que tout de suite, il y a eu 200 millions d'euros, tout de suite qui a été mobilisé, mais n'empêche que Notre-Dame de Paris sera prête en 2024. Parfait. Où en sont les finances de la ville de Sainte-Anne? La trajectoire de redressement est tenue? Oui, tout à fait. La trajectoire de redressement est tenue dans la mesure où on avait prévu véritablement de sortir du déficit fin 2021. Nous en sommes sortis fin 2020 et donc la Chambre régionale des comptes
aura encore à faire un contrôle sur le compte administratif 2020 et le budget primitif 2021. Nous avons eu un léger... le budget est équilibré hein, pour 2020. Nous avons eu un léger, je dirais, excédent. Les choses s'annoncent relativement bien selon les premières informations sur le compte administratif pour l'année 2020. Hein. L'exécution du budget, bon, je pense entre 700 000 et 1 million d'euros d'excédent, hein, nous espérons bien, d'une part. Mais surtout, c'est un équilibre quand même qui reste fragile, je l'ai toujours dit. Et on n'a pas fait de triomphalisme, on s'est beaucoup battu. Et encore, je voudrais remercier l'ensemble des contribuables parce que nous avons eu quand même 2 augmentations d'impôts suite aux recommandations de la CRC et donc que le préfet a mis en pratique. Mais aussi parallèlement, nous avons travaillé pour augmenter nos recettes, mais maîtriser nos dépenses et surtout nos partenaires, l'État, le département, la région et l'Agence française de développement qui, durant cette mandature, nous a accordé un prêt, mais aussi, au-delà de ça, nous a accompagnés techniquement. Donc, je voudrais aussi remercier, féliciter tous les partenaires et bien évidemment l'ensemble, je dis bien l'ensemble de mes collaborateurs, quel que soit leur grade, leur qualité, qui ont aussi participé à cet effort. Et nous espérons bien maintenir cette rigueur. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a un nouveau dispositif Quorum, qui est le contrat de redressement des Outre-mer. C'est un dispositif surtout destiné aux collectivités de l'Outre-mer qui sont vraiment en déficit, il y a un déficit structurel. Mais lorsque je vois effectivement ce qui est proposé pour accompagner les communes pour redresser, c'est exactement ce que nous avons fait. Bon, ce n'est pas nous qui sommes directement vraiment concernés par ce dispositif, mais néanmoins, du fait quand même que nous restons dans un équilibre fragile, je ferai la lettre de demande pour Quorum, qui est le contrat de redressement des collectivités d'outre-mer, et nous allons continuer à travailler avec l'ensemble de nos partenaires avec beaucoup de rigueur. Les grands chantiers de Sainte-Anne, quels seront-ils cette année dans ce contexte de rigueur budgétaire? Alors au-delà effectivement du clocher de l'église, hein, mais nous allons aussi engager des travaux. Donc nous avons totalement le financement, hein, qui est 1 500 000 €, totalement le financement pour la modernisation du stade du Bourg, c'est-à-dire que l'éclairage, parce que nous n'avons pas d'éclairage depuis quelques années, je dirais même presque une décennie, hein, nous ne pouvons pas effectuer des matchs en nocturne. Donc nous allons refaire cet éclirage. Nous allons aussi, pour le stade du Bourg, les terrains annexes aussi à la réfection avec handball, basketball et volleyball. Nous allons revoir tout l'éclairage en LED de la tribune. Et nous allons mettre aussi dans cette modernisation du stade des panneaux photovoltaïques avec donc de l'électricité propre, de l'énergie propre, et qui alimentera, ce projet va alimenter le réfectoire, parce qui est très énergivore, avec notamment les chambres froides. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, le PRU, le plan de rénovation urbaine, avec 2 éléments, 2 projets importants quand même, qui est avec le plan Océan, qui est aussi financé par la région, avec la revégétalisation de la plage du Bourg, qui connaît une érosion effarante. D'accord? Donc là, c'est un projet qui s'inscrit véritablement dans un projet vraiment de développement durable et surtout de faire face au réchauffement climatique, revégétalisation, réensablement, mais aussi nous prévoyons de mettre des carbets là où se trouvent les marchands ambulants, donc de mettre des carbets avec vraiment normalisé. Le projet aussi du port des Galbas, port de pêche, port de plaisance, port de passagers. Là, nous sommes dans une étude préalable financée par des fonds européens, le FEAMP, le Fonds européen pour les affaires maritimes et portuaires, mais dans le cadre du PROEP, qui est le plan régional des équipements portuaires. Donc, c'est un financement qui est déjà là et qui connaîtra un financement avec le prochain PO à partir de 2022-2021. Aussi extrêmement important pour nous, c'est tout. Nous allons continuer à travailler sur nos routes, notamment nos routes communales, hein, parce qu'il faut évoluer. Nous avons des voies de pénétration aussi, surtout lorsqu'il y a des activités économiques, notamment des gîtes, mais surtout nos routes communales. D'ailleurs, nous sommes aussi accompagnés par le département et la région. Actuellement, la voie de délestage est en travaux, hein, qui part du Nègre-Marron pour arriver à Dupré. Là aussi, donc, qui va faciliter le délestage et rendre plus confortable et où les voitures pour éviter les embouteillages. Mais, et surtout, nous devons continuer au niveau de
c'est une priorité pour nous, l'éducation. Le groupe scolaire de Châteaubrun, l'architecte a déjà été désigné, donc il reste à finaliser. Donc normalement, ce sont des travaux qui doivent commencer aussi pour l'année 2021. Donc le groupe scolaire de Châteaubrun, nous avons le complexe sportif aussi. Nous avons un terrain déjà à Bois-Jolan, le complexe sportif avec terrain de tennis, enfin gymnase, terrain de tennis et aussi un club house. Bon, pour parler de ces projets les plus importants, le gymnase de Deauville aussi que nous devons renouveler. Bon, ouais. Ça fait partie de plan pluriannuel. Ça fait partie de plan pluriannuel d'investissement. Il y en a d'autres, mais pour l'instant, ce sont les plus. Sainte-Anne, dans l'intercommunalité, depuis l'élection de Cédric Cornet à la tête de la Carle, ça se passe comment? Alors, je vais être clair là-dessus. Je suis un maire, élu démocratiquement. Donc tous les maires qui composent la Carle, le maire du Goussier, le maire de Saint-François et le maire de la Désirade, qui sont des nouveaux maires, nous sommes là pour travailler pour l'intérêt général. Ça c'est clair. Et dès lors qu'il s'agit de sujets d'intérêt général, et donc bien évidemment, il est important. Maintenant, il est vrai que lorsque nous ne sommes pas d'accord, ou en tout cas si nous estimons que ce projet ne va pas dans notre sens, ou en tout cas nous estimons que ce n'est pas dans l'intérêt général, c'est comme lorsqu'on a voulu nous faire adopter le statut de la société publique locale pour l'eau, on a voté contre et on a bien vu qu'effectivement que c'est tombé à l'eau, sans faire de jeu de mots. Mais je veux dire très clairement que moi je n'ai pas de problème personnel avec le président. C'est vrai qu'il a certaines pratiques, il a certaines méthodes, voire certains comportements qui ne sont pas les miens. Et dès lors qu'il sera dans cette posture, effectivement, de pratique, de méthode et de comportement qui ne sont pas les nôtres, eh bien, il sera... Vous parlez de quoi précisément là? Il sera systématiquement... Et je serai en opposition frontale avec lui. Ouais. Je parle notamment dans la communication, dans l'échange. Je pense que, voilà, donc je ne veux pas rentrer dans les détails, je pense que je voudrais être très clair là-dessus. Et pour moi, il n'y a même pas de schéma à faire. Quand je le dis, c'est très clair. Donc, de côté, nous sommes là pour travailler pour l'intérêt général. Mais dès lors qu'il y a des comportements, des méthodes et des pratiques qui ne sont pas les miens, eh bien, il y aura opposition frontale et je vais le faire savoir. Et je le fais savoir. C'est clair, c'est net, c'est précis. L'eau, la collecte des déchets doivent être les priorités de la mandature à l'échelle intercommunale? Ah, bien sûr. Mais bien sûr. Alors déjà pour les déchets, donc il y a un projet effectivement avec le président Dupont que nous avons lancé et la présidente Gabrielle Caramet, les deux présidents anciens de la Carle et du Nord Grande Terre, qui est une usine de valorisation aujourd'hui qui s'appelle Sinoval. Et là-dessus, je pense que c'est un projet exemplaire et projet sur lequel systématiquement la région a donné son aval, que la CROE, la Commission régionale de l'énergie, donc c'est l'ancien préfet Carinco qui en est le président, a donné son aval, donc les financements sont là, et donc c'est un projet qui avance, et donc j'espère que ce projet viendra, qui servira évidemment pour traiter les ordures ménagères, c'est-à-dire en fait au niveau de la Carle, c'est passé de 80% de déchets aujourd'hui qui sont aux fruits à 80% de déchets qui sont valorisés. Et seulement 20% de déchets qui sont aux fruits. Donc c'est un projet qui a été lancé et c'est très bien par exemple, mais voilà, mais là-dessus, nous sommes en parfaite symbiose avec le président de la CAO pour ce projet-là qui continue. Ça c'est une première chose. Deuxièmement, effectivement l'eau. L'eau aussi, alors c'est vrai que le président, en attendant des difficultés, il y a des bouteilles d'eau qui étaient distribuées aux communes, en tout cas qui nous étaient livrées. Donc c'est suspendu pour des raisons budgétaires. Bon, je pense que ça va reprendre, surtout si la sécheresse revient. Bon, donc la Carle, effectivement, s'est beaucoup investi à ce niveau-là. Et à l'époque, effectivement, c'est nous qui avions lancé cette procédure. Mais aujourd'hui, il est important que rapidement, que nous puissions voir le jour, que nous puissions voir, effectivement, créer ce syndicat, cette structure unique de l'eau. Donc, depuis tantôt, j'ai toujours été favorable à cela. Et je ne ferai pas plus de commentaires dans la mesure où aujourd'hui, il y a des hommes en responsabilité concernant l'eau, au niveau du SIAG, au niveau des communautés d'agglomération. Donc, je ne peux que les encourager à aller vers un point de vue que je partage déjà, c'est-à-dire une structure unique de l'eau. Parce que ce qui est important, c'est que chaque Guadeloupéen ait de l'eau dans son robinet. Et surtout, nous sommes une économie touristique. Et dans un contexte sanitaire aujourd'hui, je pense qu'il est important que nous puissions avancer sur la problématique de l'eau. Dans la vie politique, Christian Baptiste, je ne vous apprends rien, les élections ne sont jamais loin. Comment Christian Baptiste va-t-il se positionner pour les régionales et les départementales ?
Alors, je fais partie d'un parti, le PPDG, le Parti progressiste démocratique guadeloupéen, oui. Je suis aussi le président de mouvement, la Force d'action pour le rassemblement et le développement de Sainte-Anne. Donc, au niveau du parti, je suis mandaté pour pouvoir échanger, discuter avec des responsables. Mais aujourd'hui, je me plais surtout à entendre nos compatriotes, à entendre les Guadeloupéens, pour savoir exactement ce qu'ils entendent, ce qu'ils veulent aussi, ce qu'ils attendent plutôt. Comment je vais me positionner? D'abord, je voudrais, avant de parler, effectivement, je ne suis pas là pour, en tout cas dans ma démarche, pour déboulonner, pour déchouquer. Je ne suis pas dans cette démarche. Je suis là pour exprimer des visions, exprimer des idées. Je me positionne autour d'une vision, de programme. Il y a des enjeux extrêmement importants. On a parlé de l'eau, mais quel sujet qu'on aura par rapport à ces élections autour de l'eau, autour des déchets, autour du transport, effectivement, qui est une compétence régionale et où il y a beaucoup d'efforts à faire. Et moi, je suis pour qu'il y ait une unicité, ou en tout cas de l'organisation du transport, le transport humain, le transport interhumain. Beaucoup de mes compatriotes, parfois, souffrent, comme pour l'eau d'ailleurs, hein, parfois en attendant, notamment dans les campagnes. Je suis un rural et je le revendique. Parfois peuvent attendre 1 heure, 2 heures pour pouvoir se rendre dans une zone d'agglomération. Quel débat que nous aurons autour de ça? Quelle vision que nous aurons sur le changement global? Le changement global, c'est-à-dire toutes ces difficultés que nous avons par rapport au changement climatique et toutes les conséquences que nous avons. Et je suis très bien placé pour en parler, notamment l'érosion des plages, l'érosion du littoral. Quel débat que nous aurons autour de tout ceci sur, effectivement, bien évidemment, le développement durable et notamment l'économie circulaire. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec, justement, les valorisations des déchets. Donc c'est tout ce débat et même sur l'évolution et ou statutaire ou institutionnelle. Quelle vision que nous avons, quelle domiciliation du pouvoir que nous voulons. Bon, sur aussi l'éducation. Quelle éducation adaptée justement à notre environnement. Donc pour moi, je me positionne aujourd'hui sur ces débats et j'entends, je discute avec les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes pour justement savoir et connaître. Et évidemment, en tant que maire, il y a pas mal de sujets sur lesquels que nous vivons au quotidien et nous sommes très bien placés pour les entendre. On ne parle plus tellement du PPDG, là. C'est mort depuis la perte de Pointe-à-Pitre? Alors il y a quand même toujours un maire PPDG qui est Christian Baptiste. C'est un parti qui effectivement doit être revisité. Ah, il est en léthargie, là. Qui est en léthargie et qui doit être revisité. Et je dirais même que nous avons eu un échange au niveau du PPDG. Et il y a des propositions qui sont sorties. Je pense que même, parce que le PPDG aura 30 ans en 2021, 30 ans. Et je crois que déjà, il faut peut-être même changer le nom, tout en restant des humanistes et des progressistes, en ayant toujours cet ADN de progressiste et d'humaniste que je suis. Mais je pense qu'il va falloir peut-être changer le nom. Oui. Il va falloir... faut dépoussiérer le PPDG. Oui, je pense qu'il va falloir changer la direction, il va falloir peut-être changer la présidence. Donc, je pense qu'il y a du travail. Mais pour cela, nous menons des réflexions, nous allons encore mener des réflexions pour donner effectivement un nouvel élan à ce parti. Et le parti pourra compter sur vous pour ça? Je suis un humaniste progressiste, je le resterai, et donc le parti pourra compter sur moi. Oui. Jusqu'à quel niveau? Ben à tous les niveaux, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Vous savez, lorsque vous êtes engagé et lorsqu'on vous confie une mission, quelle qu'elle soit, dès lors qu'elle va dans le sens pour faire grandir la conscience citoyenne, ce qui est la devise d'ailleurs de la Force d'action pour le rassemblement et le développement de Sainte-Anne. Et donc, par conséquent, c'est vrai que le parti aussi, comme je dis, m'a mandaté pour pouvoir discuter et échanger, notamment pour les élections régionales. Il y a aussi les élections départementales. J'aurai aussi sûrement un choix à faire. Donc, je pense qu'il n'y a pas de limite. L'engagement ne doit pas avoir de limite dès lors que ça va dans le sens pour faire évoluer notre peuple, évoluer notre population, notre identité, notre culture. Donc, Christian Baptiste, dans le rôle d'un chef de parti, c'est possible? C'est possible. C'est possible, je suis déjà... Est-ce que vous le souhaitez? Oui, je le souhaite. Je le souhaite, je ne l'ai pas spécialement demandé, mais être chef de parti, c'est quoi? Je pense que c'est de créer une dynamique, c'est de créer des sujets de réflexion et d'aller toujours être à l'écoute et entendre ce que veulent la population. Et donc être au plus près du terrain. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, d'être toujours au plus près du terrain et pour pouvoir effectivement que le parti puisse traduire non seulement les réalités, mais aussi proposer des actions
et surtout les grands sujets que je viens d'évoquer tout à l'heure, que nous avons évoqués, notamment ce qui concerne notre environnement, hein, sur le développement économique, le développement social, eh bien oui, tous ces sujets-là doivent être débattus avec le peuple guadeloupéen et savoir aussi quelle responsabilité que le peuple guadeloupéen veut. Et je crois que c'est ce débat-là que, en tant que responsable politique, que je veux systématiquement mettre. Il faut dépasser les problèmes de querelles de personnes. Je le dis très clairement, je ne me suis jamais inscrit dans cette démarche. J'ai de bonnes relations avec l'ensemble des responsables politiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'il y a des comportements, des méthodes et des pratiques qui ne sont pas les miens, en tout cas, qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt général, on connaît le franc-parler de Christian Baptiste, je le dis. Je sais que ça dérange, je sais que parfois derrière, oui, lorsque c'est comme ça, on est dans la démarche, bon oui, il faut saboter, il faut couper de l'herbe, comme on dit, le fun chou. Mais non, ça ne me fait pas peur, ça ne me fait pas peur. Je crois qu'il faut qu'on puisse se regarder en face et donc que nous puissions être des hommes responsables. On peut avoir des idées. Le problème, ce n'est pas d'être en opposition ou d'être opposé ou de ne pas avoir les mêmes idées. Parce qu'effectivement, on a chacun à sa position d'ailleurs. Mais ce n'est pas ça le problème. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse échanger, discuter et aller dans le sens de l'intérêt commun. Mais dès lors que vous êtes dans une démarche de vouloir des attaques personnelles, de vouloir effectivement barrer la route à l'autre parce que j'estime que c'est moi qui dois avoir ce pouvoir et pas l'autre, non, je pense que ça, ce n'est pas de la politique et ce n'est pas ma pratique. Et si j'ai un jour devant moi un peuple qui me demande de fonctionner comme cela, eh bien, je vais quitter la politique purement et simplement, mais je vais rester avec mes convictions et je vais continuer à exprimer mes convictions. Lorsqu'on voit ce qui se passe en Guyane, il faut être intraitable sur l'interdiction du carnaval, de toute forme de carnaval, avec cette crise du Covid. Pas toute forme de carnaval. C'est vrai que nous sommes dans un contexte sanitaire qui est très difficile. Il y a un vaccin, effectivement, aujourd'hui, qu'on a mis en circulation. Évidemment, par principe, et je dirais que le rôle de l'élu, c'est de donner l'exemple, hein, l'exemplarité, parce que je pense que ça peut sauver des vies, et bien évidemment. Mais pour autant, première chose, il faut respecter toutes les prescriptions sanitaires. Porter le masque, la distanciation. Et d'ailleurs, au niveau de la ville de Sainte-Anne, nous l'avons bien signalé. Avec la reprise de la saison touristique, on a permis effectivement aux touristes de venir. Certes, c'est très bon pour l'économie. Je peux vous dire que je discute avec les loueurs de voitures, les restaurateurs, les hôteliers et tous ceux qui sont autour, les supermarchés, en tout cas, même les lolos, ils sont très contents, certes. Mais respectons les prescriptions sanitaires. Concernant le carnaval, je crois que j'ai discuté. Hein, hier soir, j'ai fait un petit tour. Je suis allé aux abords, que ce soit sur Sainte-Anne ou à Pointe-à-Pitre. Il faut effectivement s'adapter à la situation, éviter qu'il y ait effectivement ce contact de masse pour éviter la propagation du virus. Mais ça n'empêche pas, hein, j'ai reçu la vice-présidente de groupe de carnaval à Sainte-Anne et qui m'a informé, donc ils m'ont informé d'une proposition. J'ai dit, bon, de base, il faut respecter les prescriptions sanitaires qui ne sont pas les miennes, mais bien évidemment qui viennent de l'État, d'une part. Mais au-delà de cela, nous devons aussi valoriser notre culture. Donc le carnaval peut se faire, pas dans les formes traditionnelles, mais je pense qu'il faut laisser aussi le groupe s'exprimer, mais tout en respectant les prescriptions sanitaires, notamment le port du masque et la distanciation. Parfait. Merci à vous, Christian Baptiste, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu jusqu'à nous. Merci et puis bravo encore à Éclair TV hein, qui reprend. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Franc Parler sur votre chaîne locale.